Bien. Alors, donc c'est toujours assez difficile de s'adresser à la fois à des étudiants avancés, à des collègues aussi. Je pense que je risque de parler de choses qui sont peut-être déjà un peu connues ou même peut-être bien connues par certains d'entre vous, mais en revanche mal connues par d'autres. Donc, je vais essayer de faire au mieux avec ces éléments. Donc, euh, je vais aujourd'hui essayer de vous parler de quelques emplois de certains temps verbaux qui sont bien connus, mais qui posent toujours des difficultés disons, d'explication théorique parce qu'au fond, ils se déclenchent d'abord de manière, disons, qui est non conforme à ce qu'on a en tête quand on regarde leur sémantique fondamentale, c'est-à-dire que ce sont des effets de temps verbaux qui portent sur une référence temporelle tout à fait inattendue ou qui ont des propriétés qui violent au fond leur sémantique habituelle. Je vais essayer d'en regarder en particulier trois de ces éléments, comme je l'ai mentionné sur mon résumé, qui défrayent des éléments, des types de phénomènes qui défrayent la chronique depuis longtemps, comme les effets qu'on appelle parfois modaux de l'imparfait, les effets futurs du passé composé et le futur épistémique putatif, comme on l'appelle souvent dans la littérature en français. Mais ce que je voudrais faire aujourd'hui pour, disons, peut-être entrer un peu dans ces phénomènes d'une manière peut-être un peu originale, c'est de les replacer au fond dans le cadre de la dépendance contextuelle, dans le cadre de phénomènes d'inconsistance pragmatique, de montrer au fond ce qu'ils font en quelque sorte, mais du point de vue interprétatif, quels sont les effets qu'ils produisent, alors même que des formes concurrentes, a priori beaucoup plus simples, devraient permettre de produire les effets aspecto-temporels qu'ils produisent. Alors, je vais me permettre de commencer par un petit préambule de quelques minutes sur, alors attendez, comment est-ce que je rejoins, voilà, sur au fond l'arrière-plan en termes de pragmatique, puisqu'on est dans un séminaire qui porte ce titre général de l'implicite au fond, hein. Et c'est vrai que la notion d'implicite, donc bon, vous êtes évidemment déjà bien familiers tous avec cette notion d'implicite, bien évidemment, mais au fond, elle n'est pas toujours très bien délimitée. Quand on pense implicite, on peut penser à tout, au fond, tout ce qui n'est pas dit mais qui est compris. Tout ce qui ne fait pas partie, au fond, des conditions de vérité, de la phrase en quelque sorte, ou de l'énoncé, mais dans sa littéralité, qui néanmoins est compris par un interlocuteur, et donc qui est l'objectif de la communication, bien évidemment. Mais si on regarde les choses d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on fait quand même une distinction très nette entre deux grandes catégories de contenu pragmatique, au fond, parce que dès qu'on parle de l'implicite, on va parler évidemment de cet écart qu'il y a entre la compréhension, ou plutôt entre la forme produite et sa compréhension complète, le sens du locuteur, n'est-ce pas? Et quand il y a un écart de ce genre, bien évidemment, eh bien, de quoi on parle? On parle de pragmatique, on parle de processus, au fond, d'intégration de la compréhension dans le contexte, en fonction de ce que l'on peut se représenter comme étant les intentions d'un locuteur dans les circonstances, etc., etc. Donc, on parle de contenu pragmatique. Et la distinction importante qui va m'accompagner finalement au fur et à mesure de ma discussion, c'est celle qui va intervenir entre les implicatures qu'on appelle aujourd'hui des implicatures, qui sont typiquement les implicatures conversationnelles particulières de Grice. Alors, si je prends un énoncé comme un, par exemple, il n'y a rien à la télé ce soir, c'est un énoncé qu'on pourrait prononcer pratiquement tous les jours, mais enfin, ici, bon, quand on parle d'implicature, en général, on pense à des choses du type, voilà, allons au cinéma à la place de regarder à la télé, ou faisons autre chose, enfin peu importe, suivant les circonstances, ça peut être un peu n'importe quoi, mais au fond, ce sont tout à coup des propositions qui interviennent dans la compréhension, mais qui n'ont pas de lien formel avec la phrase initiale, que si l'implicature
c'est allons au cinéma ou je te propose d'aller au cinéma, eh bien, on voit qu'il n'y a rien dans cette structure propositionnelle-là qui entretiendrait un lien organique, formel, avec la phrase effectivement prononcée, c'est-à-dire avec la forme de l'énoncé original. Mais il faut quand même remarquer une chose absolument cruciale, c'est que pour pouvoir tirer cette implicature, bon, disons, ou certaines autres implicatures éventuellement, mais on a d'abord interprété, disons, l'énoncé 1 comme, disons, dans une première étape, comme quelque chose de plus précis que ce sens littéral très générique, parce que si vous voulez, il n'y a rien à la télé ce soir fonctionne conditionnellement tout à fait bien avec l'idée que, par exemple, tous les émetteurs de TV sont en panne et la télé est noire. Hein. Il n'y a rien effectivement à la télé. Mais c'est en général pas ce qu'un locuteur cherche à communiquer avec un énoncé de ce genre. Ce qu'un locuteur cherche à communiquer avec un énoncé, en général dans des contextes prototypiques auxquels on peut penser, c'est quelque chose du genre « il n'y a rien d'intéressant à la télé ce soir ». Or, précisément, c'est toujours intéressant, si je puis dire, d'observer que, évidemment, l'énoncé ne verbalise pas. Ce terme d'intéressant, cette notion d'intéressant n'est pas présente dans l'énoncé original. Première chose à remarquer, c'est qu'il reste, donc si vous voulez, il reste il reste une dépendance contextuelle, n'est-ce pas? Parce qu'on peut tout à fait quand même imaginer des circonstances très particulières où l'énoncé « il n'y a rien à la télé ce soir » pourrait vouloir dire la télé est encore noire puisque les émetteurs de TV sont en panne. Je ne sais pas, c'est la guerre, n'importe quoi. Bon, il reste une forme d'optionnalité qui est là tout de même, qui est au moins logique. Cependant, ce qu'on remarque, c'est que ce qui est interprété, c'est cette forme-là, il n'y a rien d'intéressant à la télé ce soir en général, et une manière de le montrer, c'est qu'au fond, les conditions de vérité de l'énoncé, telles qu'elles sont comprises, c'est bien ça. C'est-à-dire que si quelqu'un réagit dans un dialogue, n'est-ce pas, on va répondre à propos de la question de savoir s'il y a quelque chose ou rien d'intéressant à la télé ce soir. Donc un dialogue prototypique, tout à fait évident, simple, serait quelque chose comme ça, il n'y a rien à la télé ce soir, et puis on peut contredire ça, mais qu'est-ce qu'on va contredire? C'est le fait qu'il n'y a rien d'intéressant à la télé ce soir, par exemple en disant, en fait, il y a un documentaire sur les volcans sur France 2 qui a l'air chouette, et ça porte sur un prime, n'est-ce pas? Sur « il n'y a rien d'intéressant à la télé ce soir » et non pas sur « il n'y a rien à la télé ce soir ». Cela pourrait dans certaines circonstances, mais typiquement cela porte sur cette forme où il y a eu l'ajout d'un composant. Alors, il y a de nombreuses discussions sur ce type de contenu pragmatique. Certains les appellent encore des formes des implicatures, bien que, au fond, c'est très minoritaire. On les considère plutôt soit comme des constituants inarticulés, si on pense à la philosophie du langage de Recanati, par exemple, ou à d'autres aussi. Cette notion de constituant inarticulé est très présente dans la littérature contemporaine sur ce type de contenu. Chez d'autres auteurs, comme chez Barr, par exemple, on va appeler ça des implicitures. Chez Sperber et Wilson, un prime sera une explicature fondée sur l'ajout d'un constituant inarticulé, bien évidemment. Et cette notion d'explicature est intéressante, du moins intéressante, mais parce qu'il y a l'idée que le locuteur s'est engagé sur ce contenu dans les circonstances. C'est-à-dire qu'il a prédit l'interprétation, évidemment, qui serait faite, mais il l'a prédit d'une manière toute particulière. Il a prédit qu'il serait engagé lui-même sur ce contenu en énonçant 1. Ça veut dire que si on peut dire que c'est logiquement annulable, éventuellement, enfin, c'est tout à fait annulable du point de vue strictement logique, si vous voulez, dans la réalité pragmatique, cognitive, interactionnelle du monde dans lequel sont les individus, dans la réalité psychologique des individus, disons, un tel contenu ne peut pas faire l'objet, dans les circonstances, de ce que Pinker appelle une dénégation plausible. Autrement dit, on ne peut pas, si vous voulez, se rétracter d'avoir voulu communiquer un prime à partir dans les circonstances, bien sûr.
alors là, on peut faire le parallèle avec un certain nombre de choses que Grice lui-même appelle quand même des implicatures, mais qui évidemment sont à classer parmi ces catégories-là dès qu'il y a un lien organique, n'est-ce pas, entre le contenu effectivement construit et interprété et la phrase d'origine. Vous voyez bien qu'un prime, évidemment, est un développement de la forme initiale 1. On peut faire le parallèle avec des implicatures à la Grice du type Marie a 4 enfants qui donne l'implicature, ou délivre l'implicature que Marie a exactement 4 enfants. Il y a toute une littérature sur ces types de contenus qui sont bel et bien des contenus pragmatiques. Parce que, alors pourquoi c'est des contenus pragmatiques? Bien évidemment parce qu'ils résultent d'une inférence dépendante du contexte. Ça n'est pas quelque chose qui est fourni directement par le code sémantique, par le code linguistique, c'est inféré. Donc, si vous voulez, on peut déjà dire qu'on est dans une forme d'implicite au sens large, même si cet implicite est explicite, si vous suivez ce que je vous dis, puisque évidemment, par explicite ici, on va signaler ou considérer l'engagement du locuteur, le fait qu'il ne peut pas s'en rétracter, et donc, au fond, il a réputation d'être du contenu explicite. Alors, j'ai mis ça effectivement ici en toutes lettres, donc ce contenu est pragmatique parce qu'il résulte d'une inférence, donc c'est ce que je viens de dire. Je vous donne vite quelques exemples parce que je vais peu à peu m'acheminer vers la question des temps verbaux, bien évidemment, en regardant justement des effets qui sont qui sont justement à classer dans cette catégorie des explicatures ou des implicites extrêmement proches de la forme au fond, mais voilà. Donc, je reprends ici quelques exemples rapidement, voilà, en espérant que ça s'affiche suffisamment grand pour tout le monde, je l'espère. Donc, si je reprends mon premier exemple, je ne vais pas le détailler. Vous voyez, on a cette structure tripartite. D'abord, le sens linguistique, le sens sémantique, si vous voulez, la forme logique, comme disent certains, qui va s'enrichir pragmatiquement. On parle d'enrichissement pragmatique quand on produit ces fameuses explicatures. J'ai gardé le terme d'explicature parce que je le trouve assez commode. Donc ici, la production d'un élément qui, au fond, vient donner de la pertinence à l'énoncé. Hein, si on se place, par exemple, dans l'approche de Sperber et Wilson, il n'y a rien à la télé ce soir n'est pas assez pertinent dans les circonstances. Donc, évidemment, il y a une espèce d'automatisme qui vient préciser ce rien, en quelque sorte, hein, lui donner un domaine au fait d'application. Il n'y a rien dans le monde de ce qui est intéressant. Et puis les implicatures, alors là, elles ne vont pas beaucoup nous intéresser pour l'instant, donc elles peuvent être n'importe quoi. Elles dépendent, alors celles-là, elles ont une dépendance au contexte beaucoup plus forte. On peut parler aussi d'implicatures qui seraient par défaut, ou au contraire d'implicatures qui seraient... donc, bon, il y a toute une littérature sur laquelle je n'entre pas ici, je vais avancer dans mes exemples. Un autre exemple qui est un peu similaire, juste à titre illustratif, Pierre boit, qui peut signifier dans des circonstances que Pierre boit de l'alcool, trop souvent, etc. Machin. Je laisse les implicatures de côté, il peut y en avoir beaucoup. Si quelqu'un s'exclame le chef, vous voyez bien que ce qui va être compris en termes de conditions de vérité peut être assez variable, mais néanmoins, ce sera à chaque fois des éléments sur lesquels le locuteur est réputé engagé. Cette femme est le chef est arrivé, etc. Alors, pour prendre un exemple maintenant avec un temps verbal, si je considère un énoncé au passé composé comme j'ai mangé, bon, après, je vais vous donner un élément évidemment de contexte pour la sémantique des temps verbaux que voilà, vous êtes non, plusieurs en tout cas dans l'auditoire à connaître tout aussi bien que moi. Je vois qu'il y a Svetlana est là, bonjour Svetlana, par exemple. Mais enfin, si vous prenez j'ai mangé, qui est un passé composé, or le passé composé en français typique, enfin une interprétation typique du passé composé, c'est disons le passé accompli ou le parfait. Si vous supposez un contexte, par exemple, d'une invitation à déjeuner, quelqu'un vous répond « merci, j'ai mangé », eh bien, pour comprendre que cette personne décline l'invitation, il faut interpréter « j'ai mangé » déjà au niveau de cette forme pragmatiquement enrichie, parce que si vous dites que simplement « j'ai mangé » est un événement dans le passé qui a encore sa pertinence dans le présent, ben pour que ce soit un refus d'une invitation à aller déjeuner,
il faut que ça puisse porter en soi l'idée qu'on n'a pas faim, donc vous voyez qu'on est quand même dans la connaissance du monde, etc. Il faut qu'il y ait ce niveau intermédiaire d'enrichissement pragmatique sur, au fond, le curseur, au fond, c'est-à-dire la référence temporelle, qui est visée par le passé composé. Donc, j'ai mangé récemment. Dernier exemple dans cette liste, puisque c'est un exemple que je vais commenter tout à l'heure, ce sera le facteur qui peut s'interpréter de différentes manières, évidemment, mais la question va se poser de savoir qu'est-ce qui se passe quand on va avoir cette distinction d'interprétation, au fond, temporelle en particulier, suivant le fait de savoir si on est en train de dire que ce sera le facteur qui apportera la lettre, et donc on pointe sur un futur tout à fait ordinaire, et ce sera effectivement le facteur plus tard, mais ça n'est pas le cas maintenant, ou si on est dans le cas du futur putatif ou épistémique, je préfère moi l'appeler épistémique, mais enfin après c'est des questions terminologiques, où on est en train d'émettre une hypothèse sur qui vient de sonner à la porte à l'instant, donc ce sera le facteur. Là, vous voyez, ce sera le facteur. Dans les circonstances où on peut imaginer la production d'un énoncé comme celui-ci, il est difficile de considérer que le fait qu'il s'agit d'une hypothèse sur qui a sonné est une simple implicature. Là, il s'agit probablement d'autre chose, parce qu'évidemment, il y a cette question qui intervient, ces critères d'extension de la forme logique, de précision de la référence temporelle, etc. On est dans le domaine de l'explicature. Je voudrais maintenant très rapidement reprendre cet exemple. Viens-tu déjeuner avec nous? J'ai mangé récemment. Alors, on est bien au courant, bien évidemment, je reviendrai très brièvement dessus, que le passé composé a une certaine sémantique qui lui est attachée. C'est un passé, si vous voulez, doté d'un état résultant au présent, donc c'est un parfait du présent, si vous voulez. Dans un certain nombre de circonstances, en français, cet état résultant n'existe pas, n'émerge pas, et là, ce sont des usages de l'antériorité, comme pour reprendre le vocabulaire de Benveniste, si je ne m'abuse, c'est des usages de l'antériorité du passé composé, narratif, etc. Donc déjà, il y a une première question qui se pose. Comment est-ce qu'on désambiguise? Est-ce que c'est d'abord une question d'ambiguïté? Est-ce qu'on désambiguise et comment est-ce qu'on désambiguise? Comment est-ce qu'on fait émerger, sur quelle base, cet état résultant? Est-ce que c'est quelque chose que le code lui-même tout seul permet de prédire, ou est-ce qu'il faut faire intervenir une notion évidemment de dépendance contextuelle? Par ailleurs, même si on est bien au courant que l'événement qui est décrit au passé composé est passé, reste à déterminer la référence temporelle, et puis s'il y a état résultant, effectivement, quelle est la nature exacte de cet état résultant? Là aussi, bien évidemment, et c'est crucial évidemment pour la communication, puisque de manière générale, un passé composé qui comporte un état résultant vise à communiquer cet état résultant. Et alors, si on doit le déterminer, il faut le déterminer sur des bases, et ces bases ne sont pas strictement liées au code linguistique. Si je vous donne Pierre a couru à la gare, bon, un énoncé out of the blue, si je puis dire cela comme ça, un énoncé, voilà, qui m'est passé par l'esprit au moment de rédiger ces diapositives, tout bête. Eh bien, d'accord, on sait au fond que sémantiquement, c'est une histoire de Pierre qui est dans l'état d'avoir couru à la gare. Mais quel est cet état? Est-ce qu'il s'agit de communiquer que Pierre est à la gare? Est-ce qu'il s'agit de communiquer que Pierre est de retour avec les billets, etc., etc., etc. Voilà. Ce que je voudrais dire par là, c'est que vous avez en pragmatique et dans la tradition dans laquelle j'ai l'habitude de travailler, mais sans être toujours tout à fait dans les clous exacts de cette approche, mais disons, pour des pragmatiques comme celle de Sperber-Wilson, théorie de la pertinence, eh bien, il faut comprendre qu'au fond, les morphèmes grammaticaux et les temps verbaux sont des morphèmes grammaticaux, sont compris ou conçus ou traités comme des déclencheurs particuliers d'inférence. Autrement dit, ça c'est une chose que je trouve intéressante dans la littérature
pragmatique et qui s'est développé de plus en plus. Maintenant, ça concerne même les connecteurs logiques. On s'aperçoit qu'il y a des subtilités avec les connecteurs logiques qui font qu'il faut ajouter une dimension pragmatique sur ces connecteurs logiques. Pardon, je l'ai mis en toutes lettres ici. Au fond, l'idée, c'est que quand vous rencontrez un morphème grammatical, alors après, il y a des subtilités, est-ce que tous les morphèmes grammaticaux, etc. Bon. Mais enfin, par exemple, les temps verbaux, au fond, ce qu'on fait, c'est qu'on applique des espèces de schémas routiniers, pragmatiques, d'inférence qui vont produire, disons, des résultats interprétatifs, mais qui sont eux-mêmes, au fond, des formes d'enrichissement pragmatique. Donc là, on peut revenir aux travaux abondants sur la notion de procéduralité. Tout ça a été aussi finalement inspiré à la base par des travaux anciens de Ducrot déjà. Donc l'idée n'est pas nouvelle. Mais voilà. Si je veux reprendre mon passé composé, voilà le schéma au fond que l'on fait en général du passé composé maintenant, en tout cas du passé composé avec état résultant. Vous voyez ici les coordonnées qui sont les coordonnées de Reichenbach. J'en touche un tout petit mot maintenant pour que dans quelques instants, là tout de suite, pour que ce soit clair pour tout le monde. Je vais les utiliser un tout petit peu, ces coordonnées, mais pas abondamment, pas énormément. Mais au fond, vous avez ici un schéma dans lequel vous avez un présent, qui est ce point S que vous voyez pour speech point, d'où est repéré, c'est ce que signale le point R, un événement du passé et dont les conséquences sont toujours vraies dans le présent. Alors, cette sémantique des temps verbaux, j'y vais très rapidement. J'imagine, enfin, je ne sais pas qui la connaît, ne la connaît pas, mais en 2 mots, c'est très vite fait, si vous voulez. Je reprends simplement, disons, la version canonique de Reichenbach 47. Vous avez cette distinction entre 3 coordonnées. Le présent déictique, speech point, le moment, au fond, la référence temporelle du process, c'est-à-dire le moment de l'événement, E, et puis l'introduction, évidemment, de ce fameux point de référence, reference time, reference point, chez Reichenbach, qui n'est pas le premier à avoir fait, puisque alors là, il y a toute une histoire grammaticale avant lui qui a procédé à cet ajout de coordonnées supplémentaires. Donc, je ne vais peut-être pas expliquer pourquoi ça a été ajouté. Si jamais ça vous intéresse, on peut toujours revenir dessus à un moment donné, mais c'est évident qu'il faut distinguer, par exemple, parmi les différents temps du passé, et l'idée qu'il y a un repérage en quelque sorte de l'événement qui n'est pas forcément le présent, pas forcément le moment de l'événement lui-même, va intervenir pour opérer ces distinctions. Et donc, c'est pour ça qu'après, on va pouvoir avoir des descriptions des temps verbaux, je les passe rapidement comme ça, en termes de combinaison de coordonnées avec une codification de Reichenbach, la virgule signale la simultanéité et le trait d'union signale l'antériorité temporelle, la postériorité temporelle, enfin la distance temporelle. Et par exemple, la manière de Reichenbach de distinguer entre le passé simple et le passé composé. Alors, je dis le passé composé, en réalité, disons, après, il y a des subtilités entre le present perfect et le passé composé sur lesquelles je ne vais pas rentrer. Mais disons, et précisément le placement du point de référence. Alors, ça nous renvoie à une littérature quand même assez abondante sur le fait que le passé composé a un impact dans le présent. C'est peut-être une meilleure manière de le faire et disons, d'expliciter l'existence d'un état résultant. C'est pour ça que le schéma que je vous ai montré tout à l'heure est peut-être plus agréable pour comprendre ce qui se passe avec le passé composé. Mais l'idée, c'est que le passé simple, au contraire, lui, est déconnecté du présent, donc est repéré depuis le moment de l'événement lui-même, etc. Donc, voilà. Une petite subtilité que je mentionne très rapidement concerne le futur antérieur, puisque je toucherai un tout petit mot du futur antérieur, j'espère, dans quelques instants. Le futur antérieur ne codifie pas la relation entre S et E, c'est-à-dire entre le moment de la parole et le moment de l'événement, c'est-à-dire que tout ce qu'il codifie, c'est la relation entre le moment de la parole et le moment où il est repéré. Or, c'est le temps de l'auxiliaire qui va nous signaler en fait où se trouve ce moment de repérage, et c'est le moment de repérage qui est dans le futur. Dans une heure, Pierre aura terminé, peut à la fois communiquer
que Pierre n'a pas encore terminé, qu'il est en train de terminer en ce moment, qu'il termine à l'instant précis où je parle, ou qu'il a déjà terminé. C'est compatible avec ces trois situations. Le futur antérieur ne prend pas de position sur la relation entre le moment de la parole et le moment de l'événement. Donc ça, c'est un point peut-être à retenir quand je réévoquerai le futur antérieur dans quelques instants, rapidement. Quant à l'imparfait, Reichenbach est obligé d'introduire une notion aspectuelle d'extension, qui est évidemment une notion un petit peu superficielle en quelque sorte. Mais enfin, pour rendre compte de l'imparfait par rapport au passé simple, Reichenbach introduit l'idée que l'événement qui est décrit par un imparfait est un événement qui a une certaine durée, donc qui s'étend sur un temps intervallaire, si vous voulez. Mais évidemment, bon, alors, cette introduction de notions aspectuelles, évidemment, disons qu'il faut qu'elle rencontre les traditions de l'aspect qui sont très riches. Et effectivement, si on regarde l'aspect, ce qu'on appelle l'aspect grammatical ou l'aspect verbal, c'est-à-dire celui qui est codé grammaticalement, hein, c'est important. Moi, je préférerais plutôt qu'on parle d'aspect grammatical à cause de ce codage, au fond, grammatical de l'aspect. L'aspect, c'est simplement, au fond, alors il y a plusieurs catégories de l'aspect, mais c'est simplement, au fond, une distinction qui intervient sur la structure interne, au fond, de l'événement et des représentations qui sont issues de ces événements. Je vous ai, à titre de rappel, pour ceux qui n'auraient plus tout à fait cela en tête ou qui auraient peut-être des catégories un peu différentes, en tête les principales catégories aspectuelles, mais dans le cours de la discussion de l'imparfait, on verra qu'il y a encore des subtilités qui interviennent ici ou là, bien sûr. Mais au fond, vous avez trois grandes catégories. La catégorie du perfectif, qui est au fond l'idée de l'achèvement, de la globalité, quelque chose qui est conçu, un événement qui est conçu comme une espèce de tout, qui est en fait symboliquement ponctualisé, si vous voulez, indépendamment des caractéristiques de sa durée réelle, n'est-ce pas, mais qui est conçu comme un point sur la ligne du temps, si vous voulez. Hein. Alors, il va de soi que chaque chose que je suis en train de dire peut être sujette à discussion et à élaboration, et il y a des subtilités évidemment sur lesquelles on peut entrer dans un second temps, mais schématiquement c'est ça, si vous voulez. Le perfectif s'oppose essentiellement à l'imperfectif, que vous avez en bas ici, qui est au fond l'intuition de Reichenbach de vouloir placer une extension quelque part. Je n'aime pas tellement l'idée qu'il faille dire que nécessairement l'événement est intervallaire, etc. Il vaut mieux dire que l'événement ou le procès, disons, est conçu dans son déroulement, parce qu'au fond, peu importe sa véritable qualité intervallaire, si vous voulez, l'important, c'est qu'on a une saisie interne, un aspect séquent, comme disent aussi dans d'autres traditions, d'autres chercheurs. Vous avez encore le parfait qui est représenté par le passé composé en français, typiquement, mais par les temps composés de manière générale, futur antérieur également, donc bien évidemment, où, au fond, ce qui compte, c'est une espèce de double dimension, la dimension du procès qui est conçu de manière perfective, donc ça, c'est aussi un point à retenir, mais qui fait émerger une conséquence réputée pertinente, disons, à un certain moment, qui est fourni, évidemment, soit par le temps verbal, et ce temps de référence, par exemple, pour le passé composé, c'est évidemment le présent, mais pour le plus que parfait, par exemple, c'est un moment qui est lui-même antérieur au présent. Alors, je les ai mis comme ça, ensemble un peu, ce perfectif et ce parfait, parce qu'il y a dans les deux cas une forme de globalité, hein, si vous voulez, qui est associée à l'événement lui-même, au procès lui-même. Puis alors en face de ça, et puis une fois que j'aurai fait ma prochaine diapositive, on pourra aller plus précisément dans le vif du sujet de l'imparfait, par exemple, en particulier, vous avez l'aspect lexical, qui est tout à fait autre chose. L'aspect lexical, comme vous le savez ou pas, il s'agit au fond de la structure interne mais d'un procès en type, d'un événement en type, si vous voulez, en tant que concept. Au fond, c'est quelque chose de conceptuel. C'est ce que représente un procès, mais en termes conceptuels et indépendamment de tout temps verbal, de toute volonté de le représenter d'une manière ou d'une autre, etc. C'est là que vous avez la distinction classique entre les états, les activités, les accomplissements, les achèvements, qui sont les fameuses classes aspectuelles, l'Aktionsart de Wendler, etc.,
enfin, ce sont des choses qui sont plus ou moins bien connues, certainement. J'ai fait juste 3 petits éléments ici qui sont, 2 petits éléments qui sont, ou 4, qui sont importants à relever au fond. C'est que vous avez quand même, ce que j'aimerais dire surtout, c'est que vous avez une sorte de continuité de l'un vers l'autre au fond. Ce n'est pas pour rien qu'on les met dans cet ordre en général, au fond, les états, les activités, les accomplissements, les achèvements, parce que vous avez chaque fois un lien, une proximité, un élément commun par paire, si vous voulez, quand vous allez les regarder. D'une part, les états et les activités, bien sûr, se distinguent par leur caractère respectivement homogène ou dynamique. Alors là, interrompez-moi si vous voulez que j'explique, ne serait-ce qu'en 2 mots, c'est très vite fait de quoi il s'agit. Si vous ne m'interrompez pas, je continue et je pars du principe que tout est clair, bien sûr. Mais en même temps, ils se ressemblent, ils s'associent sur le fait qu'ils sont non-téliques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de culmination vers un point de chute, si vous voulez, vers un point terminal. À leur tour, les activités et les accomplissements se distinguent parce que les activités sont évidemment non téliques, mais les accomplissements sont téliques. Par exemple, aller à la gare, réparer la voiture. Bon, je vous ai mis quelques exemples. Mais ils sont également en relation directe, puisque les deux sont dynamiques, donc sont dynamiques, et ça peut se tester, après les tests classiques, être en train de, etc. Donc il se passe quelque chose, si vous voulez. On n'est pas dans la stabilité, on est dans le déroulement de quelque chose qui advient, qui se produit. Et puis, de la même manière, les accomplissements et les achèvements se distinguent bien sûr parce que les accomplissements contiennent une durée alors que les achèvements, disons, sont des hyper-instantanés, si vous voulez, ou sont réputés tels. Alors, bon. Mais en même temps, ils se ressemblent parce que dans les 2 cas, il y a une forme de culmination événementielle, hein, puisque l'achèvement, c'est juste une culmination, si vous voulez, tandis qu'avec l'accomplissement, il y a tout ce qui prépare la culmination, qui tend vers la culmination. La culmination est elle-même une sorte d'achèvement, si vous voulez. Bon. Ces catégories sont taillées à la hache, il faut bien le dire. Il y a tout un tas de cas qui sont un peu problématiques et on voit bien qu'ici, au fond, on a besoin à un moment donné de convoquer d'autres éléments, des éléments conceptuels beaucoup plus fins. Par exemple, je ne sais pas, si vous prenez par exemple aimer va être classifié dans les états, parce que ça va fonctionner avec les tests classiques pour déterminer ce que c'est qu'un état, etc. Mais en même temps, vous voyez bien que le concept d'aimer lui-même, d'abord, est sous-déterminé. Il y a tout un tas de quantités d'aimer, de manières d'aimer, si vous voulez, tout un tas de manières d'aimer possibles. Et puis, donne accès encyclopédiquement, pragmatiquement, à tout un tas d'activités, ce qui fait qu'au fond, vous pouvez utiliser aimer pour communiquer de la dynamicité. C'est ce que fait la pub de McDonald's, I'm Loving It, par exemple, hein, qui est à la limite inacceptable grammaticalement, mais qui fonctionne très bien dans la communication. Vous ne pouvez pas faire ça avec tous les états. Par exemple, vous ne pouvez pas faire I'm knowing it, ça ne marchera pas en anglais, parce que le progressif impose la dynamicité, mais vous pouvez quand même le faire avec love. Donc, vous voyez tout ce qu'il y a comme... après, derrière cette espèce de façade, il y a énormément de choses, si vous voulez. Voilà. Alors, c'est là que maintenant je voudrais intervenir avec la notion de modulation aspectuelle, ce qui fait que quand vous avez des combinaisons particulières, vous avez besoin d'adapter la représentation que vous avez, parce que sinon, vous avez une inconsistance. Vous n'avez pas d'inconsistance si vous avez un état ou une activité combinée avec un imperfectif, en français en tout cas, puisque l'imparfait peut se combiner sans peine avec les états. Pierre connaissait Marie va très bien. Avec les activités bien évidemment aussi, il pleuvait, Pierre dormait, tout ça, ça va très bien. Mais quand vous rencontrez par exemple un état ou une activité combinée avec un temps perfectif, vous allez avoir affaire à un problème tout à coup qui va se poser, interprétatif, puisque d'un côté, vous avez une représentation conceptuelle qui vous est fournie par le lexique, hein, qui vous demande une durée homogène, n'est-ce pas, voilà, alors que, ou pas homogène, enfin une durée quelconque, alors que, et non télique, c'est-à-dire, voilà, c'est ça le problème surtout, alors que le perfectif vous demande de globaliser tout ça et d'en faire une espèce de bloc, n'est-ce pas, clos sur lui-même.
C'est pour ça que vous allez devoir, que nous devons, comme interprète, quand on rencontre ce genre de cas, alors la question c'est évidemment pourquoi est-ce qu'un locuteur va utiliser ces formes, hein, on va interpréter d'une certaine manière ces situations et on va le faire de plusieurs manières possibles. Et ça, ce n'est pas de nouveau le code linguistique qui va déterminer entièrement ce que l'on va faire. Il va y avoir un processus inférentiel qui va se mettre à l'œuvre, un processus au fond de détermination plus précise du concept auquel on a affaire. Pierre connu Marie à Paris, typiquement, va déclencher une lecture incoative, c'est-à-dire une lecture qui pointe sur la phase initiale du procès, le début du procès, donc va s'interpréter comme quelque chose comme Pierre a connu, a commencé pardon, de connaître Marie à Paris. Bon. Mais si vous prenez d'autres procès, et là je prends une activité, Pierre dormi, les activités sont ambiguës. Il peut s'agir d'une interprétation globale. Voilà, bon, c'est un événement je ponctualise l'activité de dormir et j'en fais un événement. Et on va avoir peut-être une narration avec un ordre temporel, ensuite il se fait autre chose, etc. Mais on peut aussi avoir une interprétation incoative, ça va dépendre passablement du contexte dans lequel Pierre Dormy est inséré. Je passe je passe sur ce que je viens de dire à propos de I'm Loving It. Je voudrais évoquer maintenant rapidement l'accomplissement lorsqu'il est combiné avec un perfectif. Et là, comme on a une télicité, on n'a pas besoin de moduler notre concept. Pierre a couru à la gare, ça se clôt sur lui-même comme un événement, puisque au fond, la culmination va servir de point d'ancrage. Mais en revanche, évidemment, dès que vous avez un imperfectif qui vient se combiner avec un accomplissement, il va se passer des choses très intéressantes qui sont en lien direct avec ce qu'on appelle le paradoxe de l'imperfectif. Je ne vais pas entrer là-dessus. Mais au fond, on a une forme de conversion de l'accomplissement en activité, si vous voulez, avec une oblitération de la culmination, mais qui ne se fait pas toujours. Là, il y a encore d'autres paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte. Mais si vous avez Pierre courait à la gare, bien évidemment, vous allez pouvoir évidemment voir que la culmination est normalement suspendue. Encore un exemple avec un achèvement qui se combine avec un perfectif ici, tout va très bien, mais dès que vous avez un achèvement avec un imperfectif, et ça c'est fantastique puisque maintenant je passe à l'imparfait au fond, vous avez une modulation nécessaire. Et là, c'est très intéressant puisque vous avez plusieurs possibilités qui vont se présenter à l'interprète. Si vous avez Marie trouver ses clés ou Marie atteignait le sommet, ben, vous allez avoir au fond un clash, une inconsistance qu'on pourrait appeler une inconsistance pragmatique, mais qui est à la base, on pourrait dire, une inconsistance sémantique fondamentale, fondamentalement, puisqu'on a au fond une représentation durative, c'est-à-dire de l'intérieur, qui nous est imposée sur un procès qui est réputé archiponctuel. Donc, on ne peut pas être en train de trouver ses clés, a priori, au sens littéral, mais on peut, au fond, être en train de trouver ses clés dans un sens pragmatique. Alors, cela me permet de passer à l'imparfait et de regarder cet exemple que je viens de prendre, Marie atteignait le sommet. Vous voyez quelles sont les possibilités à notre disposition pour, au fond, disons, tirer les explicatures, si je puis le dire, n'est-ce pas, et je peux le dire, qui sont communiquées par un locuteur d'une forme comme celle-ci. Eh bien, il y a en gros deux possibilités qui sont disponibles. Si vous avez Marie atteignait le sommet, par exemple, vous pouvez sélectionner la phase préparatoire, c'est assez courant, quand vous avez surtout des formes du genre Marie atteignait le sommet lorsqu'elle trébucha, a priori, elle n'a pas atteint le sommet, mais ça n'est pas complètement impossible qu'elle ait quand même atteint, puis qu'elle ait néanmoins trébuché tout en l'atteignant, enfin peu importe. Ça, ce n'est pas un cas qui est compliqué. L'interprétation, on voit bien cependant ce qui se passe. L'interprétation qui est guidée par la force au fond du marqueur grammatical doit construire un procès qui est compatible avec lui, c'est-à-dire avec une durabilité minimale. En l'occurrence, donc elle essaye de faire ça. Et bon, alors évidemment, ça va être la sélection de la phase préparatoire. Et c'est un imparfait ici qui est tout ce qu'il y a de normal, standard en quelque sorte, mais qui cependant décrit autre chose que ce que donne le concept lexical littéral. Voilà. Mais vous avez un cas beaucoup plus intéressant que tous ceux qui ont un tout petit peu travaillé sur les temps verbaux connaissent par cœur, c'est l'interprétation soi-disant perfective de l'imparfait, c'est-à-dire l'imparfait narratif, que vous auriez, donc qui veut dire que Marie a effectivement atteint le sommet, que vous avez par exemple avec l'instant d'après, Marie atteignait le sommet.
On peut remarquer avec ce genre de cas qu'on a pas mal de caractéristiques qui correspondent à la perfectivité, par exemple ordre temporel. Hein. Marie atteignait le sommet et, enfin voilà, 1 heure plus tard, Marie atteignait le sommet et je ne sais pas quoi, et fille faisait je ne sais quoi, etc. Vous voyez, donc, si vous voulez, on a ici un effet de culmination qu'on n'attend pas avec l'imparfait. Alors, si je reprends l'imparfait, ça, c'est une manière de représenter sa formule, au fond, Reichenbach, plus ou moins Reichenbachienne. Donc, R est inclus dans le procès et tout ça est antérieur à S. Vous avez le cas typique, je prenais mon bain quand le téléphone sonna, tout va très bien, mais vous avez tout un ensemble de cas, et vous les connaissez sans doute pas mal, qui ne correspondent pas à cette formule et qui vont évidemment demander tout un tas de précisions et d'enrichissement pragmatique différents potentiellement. Alors, pour ne pas perdre de temps, je vais peut-être ne pas lire la liste d'exemples que j'ai donnés. Simplement, vous avez les usages narratifs que j'ai mentionnés. Vous avez les contrefactuels du type 1 minute de plus et le train déraillait. Vous avez les atténuatifs, politesses du type j'avais une question, qui sont une catégorie peut-être un tout petit peu à part. Puis, alors, vous en avez d'autres encore. Moi, j'ai sélectionné encore, disons, ceux qui ont à voir avec la pensée représentée, parce qu'évidemment, ça, c'est un cas intéressant. Style indirect libre et apparenté, avec ici, bon, ben, je ne vais pas forcément lire ces exemples, je y reviendrai peut-être dans le cours de la discussion, hein, si vous voulez. Alors, bon, si vous voulez, ce qui pose question, c'est plusieurs choses, mais pourquoi un locuteur va recourir à un usage de l'imparfait pour les narratifs, par exemple, alors que d'autres formes sont disponibles et au fond, quel est le processus interprétatif qui entre en ligne de compte pour régler ces cas-là? Alors, ça a été pas mal discuté dans beaucoup de travaux qui ont été faits depuis longtemps. Notamment, j'ai travaillé là-dessus avec Bertrand Stuhl il y a longtemps. Je voudrais noter quelques éléments interlinguistiques à cet égard. Par exemple, juste sur le fait que l'anglais, avec le progressif, impose la dynamicité, va au fond interdire un certain nombre de cas, en tout cas narratifs, dans un certain nombre de cas, en tout cas. Mary was finding her keys ne fonctionne pas hein, à cause de la dynamicité qui n'est pas présente, évidemment, dans trouver ses clés, parce que pour avoir dynamicité, vous devez avoir quelque chose qui a une forme de durée. Alors, un élément comme celui-ci peut sélectionner la phase préparatoire, mais pas la lecture narrative. Vous ne pouvez pas non plus avoir en anglais la lecture contrefactuelle. One more minute and the train was derailing ne fonctionne pas avec le progressif de l'anglais. Il fonctionnerait évidemment avec un conditionnel. En revanche, les choses sont moins claires sur les imparfaits de politesse. Évidemment qu'on ne peut pas avoir I was having a question à cause des questions aspectuelles, mais vous pourriez avoir I was wondering if, etc. Donc, il y a une sorte de zone dans laquelle, évidemment, si on a affaire à une activité, on va pouvoir disons, intervenir avec ces formes-là. Mais dans l'ensemble, ce que je voudrais dire, c'est que ces éléments-là nous suggèrent qu'il y a quand même quelque chose d'ancré dans l'imparfait, dans l'imperfectivité peut-être, mais dans l'imparfait du français, tout particulièrement dans les langues romales, qui au fond, commande la nécessité, la possibilité d'enrichir ces effets, disons, ces formes par des effets de sens. Chemin inférentiel. Alors, j'aimerais mentionner maintenant quelques aspects de la dépendance contextuelle et mettre l'accent là-dessus. Ça, c'est des travaux qu'on avait fait avec Bertrand Stuhl aussi. Il y a disons, premier élément, j'aimerais montrer, si vous voulez, que la bonne interprétation de l'imparfait, par exemple, dans un exemple comme celui-ci, repose sur des éléments qui ne sont pas dans le code, qui sont dans l'inférence, qui sont des choses qui sont dans le contexte. Donc, ça résulte d'une inférence. Si vous avez le chef de gare actionna le signal 1 minute plus tard, le train partait, eh bien, vous avez plusieurs interprétations possibles. Et c'est ça qui est intéressant, parce que dès que vous avez plusieurs interprétations possibles, vous avez la nécessité d'expliquer
comment on parvient à l'une ou l'autre de ces interprétations et en fonction de quoi? Évidemment, en fonction du contexte. La première interprétation, c'est que le train est parti, hein, imparfait de narration, imparfait narratif. On en a déjà rencontré des exemples. Hein. Mais vous avez une autre interprétation qui est interprétation de type pensée représentée. Au fond, le train devait partir dans une minute, n'est-ce pas? Raison pour laquelle le chef de gare a actionné le signal pour, par exemple, empêcher le départ du train, mais disons, ou bien pour le permettre de partir, peu importe. Hein. Et puis, vous avez une interprétation troisième qui, elle, spécifie que le train n'est pas parti, et on est dans la contrefactualité qui ressemble à cette minute de plus et le train déraillait, n'est-ce pas? Le train n'est pas parti car le chef de gare a actionné le signal interdisant le départ. Alors, disons, la clé de cette histoire avec l'imparfait, telle que je la propose, c'est qu'au fond, la motivation d'utiliser les imparfaits dans ces cas-là, et dans les autres cas que j'ai juste à peine mentionnés, c'est au fond de poser une perspective particulière sur l'événement, un point de vue, ce qui était déjà tout à fait disons, postulé par des gens comme Damouret et Pichon, sauf que eux le développaient sur l'entier de la sémantique de l'imparfait, alors que vraisemblablement, on n'a pas besoin de faire ça. Hein. Bref, là, je passe là-dessus. Donc, je vais donc parler de représentation interne perspectivale et pourquoi parler de représentation interne et de perspective. D'abord, si vous voulez, avec l'imparfait narratif, on a un très bon élément qui vient nous donner des indications tout à fait décisives. Je pense que c'est effectivement un argument décisif. C'est la compatibilité de l'imparfait narratif avec des indicateurs d'états mentaux et notamment, par exemple, d'états affectifs. Par exemple, des états de surprise ou des choses comme ça, que vous n'allez pas rencontrer ou qui vont être impossibles avec un passé simple, ce qui montre bien qu'au fond, on n'a pas simplement un usage perfectif de l'imparfait, ce qui effectivement serait une chose un peu bizarre, on a bien toujours une saisie interne de l'événement. Alors, voilà, les exemples qui avaient été pris à l'époque par Bertrand et moi-même, etc., c'était ces couples-là. Donc, le train quitte à Lyon, 1 heure plus tard, il entrait en gare de Marseille. Donc, la littérature avait tendance à dire, bon, ben, c'est au fond temporellement équivalent à 15 primes. Le train quitte à Lyon, 1 heure plus tard, il entre en gare de Marseille. Mais on voit bien, on observe que, par exemple, on peut insérer déjà uniquement dans l'exemple 15 et pas dans l'exemple 16. Le train quitte à Lyon 1 heure plus tard, il entrait déjà en gare de Marseille, tout à fait naturel, alors que le train quitte à Lyon 1 heure plus tard, il entra déjà en gare de Marseille, est tout à fait anormal, sauf pour une lecture énumérative, mais ce n'est pas celle qui nous intéresse ici. Alors ça nous dit quelque chose quand même de très intéressant. Déjà, nous donne un indicateur de perception interne de la situation, parce qu'on pourrait appeler à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur, n'est-ce pas? Damouret et Pichon disait ça, donc je pourrais appeler un protagoniste allocentrique. Hein. Autrement dit, une perspective particulière associée à un sujet de conscience sur l'événement, une représentation interne perspectivale, c'est ce que j'ai écrit ici en toutes lettres, et qui explique aussi pourquoi la littérature classique, ancienne, sur ces usages, parle d'effets pittoresques ou d'effets caméra, etc. Bon. Voilà. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin là-dessus, mais je ne veux pas trop élaborer, puisqu'il me reste quoi, une vingtaine de minutes, c'est juste oui, à peu près. On a commencé avec un peu de un quart d'heure, il me reste à peu près. Oui, oui, tu peux parler. Un quart d'heure, ok, très bien. Donc, on peut faire le même raisonnement, si vous voulez, avec les autres cas de figure qui ne correspondent pas à l'imparfait, type arrière-plan, type description. Donc, si vous prenez l'imparfait contrefactuel, par exemple, que voilà, vous pouvez l'avoir sous diverses formes. Je vais donner un autre exemple ici et dire que sans vous, j'étais tranquillement à la cuisine en ce moment. On a une représentation interne, mais évidemment dans un monde contrefactuel. On n'est pas dans un monde réel du passé, si vous voulez. Hein. Je passe sur la variante préludique, sur l'imparfait préludique. Là aussi, on a une représentation interne, mais dans un monde contrefactuel simulé par les enfants qui jouent.
Et puis, quand vous avez l'imparfait de politesse, vous pouvez aussi dérouler une interprétation de ce type-là. Alors, l'imparfait de politesse, un tout petit mot sur l'imparfait de politesse. Une manière classique de le traiter, c'est de dire, comme Bertone et Kleiber, tout simplement, c'est un passé, au fond. Ça renvoie tout simplement au moment passé où j'avais une question. Par exemple, pour l'exemple 10, j'avais une question. D'où ressort, si vous voulez, un effet de ménagement de phase, d'actes de langage indirect, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, en réalité, quand on a l'imparfait, on a très généralement, disons, une difficulté à intégrer le présent avec l'imparfait. C'est-à-dire que l'imparfait, a priori, refuse de communiquer sur le présent. Il faut soit rajouter quelque chose pour insister sur le fait que le procès est toujours valide au présent. Et si on ne le fait pas, a priori, indépendamment, si on n'a pas d'autres indications bien claires, c'est difficile d'avoir une portée sur le présent. Et souvent, on a au contraire la justification d'un imparfait dans le fait qu'on considère que la chose n'a plus lieu dans le présent. C'est ce que vous avez avec des choses comme il était un grand savant ou tonnerre, j'avais un crayon rouge, etc. Où a priori l'imparfait laisse tirer, mais alors évidemment là c'est pragmatique, hein, vous voyez bien de nouveau, que la situation n'est pas le cas dans le présent. Or, ça pose un peu un problème avec les imparfaits de politesse. J'avais une question, on ne tire pas du tout la... Alors vous allez me dire, bon, il y a le contexte, effectivement, on sait qu'on est dans une interaction, etc. Mais est-ce que, est-ce que c'est suffisant pour oblitérer au fond, cette absence de prise du présent de prise de l'imparfait sur le présent? Il y a une autre explication qui, disons, qui est peut-être un peu plus complexe quelque part, mais qui est au fond l'idée que le locuteur de j'avais une question, ou la locutrice j'avais une question, est en train non pas de représenter le fait qu'elle avait une question ou qu'il avait une question, mais de représenter un état de pensée, certes passé, etc., mais qui est quelque chose du genre une pensée qu'elle a, qui est j'ai une question à poser, en évoquant cette chose évidemment dans une perspective donc passée. Ce n'est pas tout à fait la même chose et ça pourrait, disons, avoir un intérêt de voir les choses comme ça pour intégrer cela dans une question de perspective, de pensée représentée en quelque sorte. Au fond, c'est ça qui est derrière. Pour tout ce qui a à voir avec style indirect libre, c'est un petit peu une évidence qu'on a de la pensée représentée, bien évidemment, et qu'on a une perspective particulière. Alors, si on a disons, un schéma de pensée représentée, c'est qu'on a quelque chose qui est de l'ordre de la méta-représentation, c'est-à-dire on a affaire à de la représentation de représentation. C'est-à-dire qu'au fond, le locuteur représente non pas un état de choses, mais représente une pensée allocentrique au sujet d'un état de choses. Voilà. Or, dans la pragmatique, par exemple de Sperber et Wilson, ce genre de choses-là, disons, il y a une distinction. Dès qu'on a ces usages de type méta-représentationnel, on va trouver la terminologie d'usage interprétatif du langage. Et un point intéressant qui retient mon attention, c'est que l'exemple type de l'usage interprétatif du langage, c'est l'ironie, puisque au fond, vous représentez avec un énoncé ironique, non pas votre pensée directement à propos d'un état de choses, mais vous faites une représentation, du coup, parlerait d'énonciateur à ce moment-là, n'est-ce pas, à qui on dévolue en quelque sorte une autre représentation. Or, quand on a affaire au style indirect libre, assez souvent, on a dans la littérature plutôt alors critique, littéraire, etc., le sentiment d'une proximité avec l'ironie. Alors, on peut développer tout ça, etc. Alors, je passe très vite là-dessus, mais je retiens, là je ne vais pas lire tout ce que j'ai écrit ici, ça sera disponible ensuite sur le site du séminaire. Voilà, donc ici, si vous voulez, ce que je retiens, c'est cette notion d'usage interprétatif. Je vais prendre les 10 minutes qui restent pour parler de deux autres phénomènes très rapidement, enfin, les phénomènes ne sont pas rapides, c'est peut-être des choses un tout petit peu moins balisées, le passé composé en usage futur, mais qui sont aussi des choses bien connues par toutes les personnes qui s'intéressent aux temps verbaux, bien sûr, et le futur épistémique. Alors, le passé composé en usage futur, ce sont des choses comme j'ai bientôt fini.
ou des choses comme dans une heure, ils sont sortis de la réunion, c'est certain, qui sont des cas de figure intéressants parce que, évidemment, on se demande pourquoi un locuteur pourrait utiliser une forme pareille, alors qu'il y a d'autres formes, évidemment, qui seraient disponibles sans devoir faire cette espèce de grand écart avec un adverbe futur et un passé parfait, bien évidemment, mais enfin un passé quand même. Alors, si on essaye de faire le schéma de ce qui est représenté par quelque chose comme j'ai bientôt fini ou dans une heure ils sont sortis de la réunion, ça va donner quelque chose comme ça, autrement dit. Hein. C'est-à-dire que je regarde les choses d'un point de vue futur, hein, bientôt, et de ce point de référence qui est fourni par l'adverbe, rétrospectivement, je place mon point E, le moment de l'événement, avec un état résultant, bien évidemment. Donc, la résultante est vraie au point R. Mais tout cela, au fond, est dans le futur. Alors, quand je dis tout cela est dans le futur, ça va dépendre du contexte, si tout est dans le futur ou pas, mais en tout cas, le point R est dans le futur. Le point E lui-même peut être coïncident avec S ou antérieur ou postérieur à S, suivant le contexte. Puisque si vous voulez, une interaction ou un énoncé comme dans une heure, ils sont sortis de la réunion, c'est certain, c'est quelque chose qui peut tout à fait être prononcé alors qu'on sait qu'il est par ailleurs possible qu'il soit déjà sorti de la réunion, par exemple. Hein. Il s'agit de se demander s'il est pertinent d'y aller dans une heure, si ça ira dans une heure. Oui, c'est certain. Dans une heure, ils sont sortis de la réunion, c'est sûr. Hein. Ils sont peut-être déjà sortis de la réunion. Donc, c'est tout à fait ouvert. Mais le problème qu'on a quand on a cette représentation, j'accélère mon débit, excusez-moi, c'est qu'on a la représentation sous les yeux du futur antérieur. Vous voyez. Alors, il faut trouver une autre explication ou disons, comprendre ce qui se passe avec le passé composé. Hein. Ça, c'est la représentation de j'aurai bientôt fini ou dans une heure, ils seront sortis de la réunion. Hein, voilà. Alors, la question essentielle, bien sûr, c'est qu'est-ce qui peut conduire un locuteur à utiliser un passé composé futur et c'est comme ça qu'on va comprendre quels sont les effets pragmatiques, représentationnels, peu importe comment on les appelle, mais qui ne sont pas contenus dans le code, qui sont des choses inférées, qui sont des choses pragmatiques, qui sont des choses qui ne sont pas strictement contenues dans le code. Alors, cette forme-là n'est pas disponible en anglais. Vous ne pouvez pas faire un passé composé futural en anglais, mais il est dans les langues romanes, et notamment en italien, par exemple, et il n'y a pas de problème. Alors, ce qu'on peut proposer comme explication à cette histoire, c'est quelque chose, au fond, qui ressemble un peu à ce qu'on a avec l'imparfait dans ses usages interprétatifs, c'est qu'au fond, on a un effet de projection. Un effet de projection, on n'a pas envie d'utiliser le mot de subjectivité, mais tout de même, ça fait intervenir ce genre de choses-là. C'est qu'au fond, on va instancier un deictic shift, n'est-ce pas? C'est-à-dire un transfert déictique, n'est-ce pas? Instancier un pseudo-S, n'est-ce pas? Et c'est à partir de ce pseudo-S, dont la position est déterminée par l'adverbe futur, n'est-ce pas, que l'on va construire tout naturellement la sémantique, la représentation des coordonnées du passé composé tout à fait normalement. Donc on obtient bien un passé composé, mais tout ce passé composé va s'ancrer autour d'un point S fictif, qui n'est pas le vrai point S, mais qui reste évidemment disponible intellectuellement, si vous voulez, dans l'interprétation. Mais enfin, il va se construire à partir d'un point pseudo-S, n'est-ce pas, qui va permettre alors si vous voulez, d'apercevoir en quelque sorte le moment de l'événement dans le passé. Alors que ce moment de l'événement, évidemment, n'est pas forcément déjà produit. Et la plupart des cas, il n'a pas encore eu lieu, si vous voulez. Alors, la question, pourquoi est-ce qu'on postule ça? Parce qu'il y a des effets, au fond. Ça, ce n'est pas une hypothèse qui est venue elle-même, si vous voulez, c'est la résultante d'une petite investigation linguistique que je vais vous montrer dans sa substantifique moelle maintenant. Alors là, ça c'est un commentaire que je veux laisser sans le préciser. Mais voilà, si vous voulez, l'idée c'est ça, c'est que le passé composé en usage futur dit quelque chose du genre imaginons que nous sommes au moment
déterminé par l'adverbe futur. C'est-à-dire, transposons-nous psychologiquement sur bientôt, n'est-ce pas, à l'endroit bientôt, et à partir de là, on constate la vérité de l'énoncé au passé composé normal, j'ai fini, c'est-à-dire à ce moment-là, on constate le fait que l'on peut énoncer j'ai fini d'une manière véridique, si vous voulez. Hein. Donc, au fond, transposons-nous bientôt et observons le fait que le procès est avéré à ce moment-là. Donc, évidemment, après, il y a une discussion voilà, mais, sur le caractère métalinguistique, au fond, de cette énonciation, etc. Bon, ce qui m'intéresse plus, là, ici, c'est qu'au fond, vous avez, à cause de cette perspective simulée dans le futur, des effets qui sont des effets particuliers de modalités, notamment de modalités épistémiques, qui, à leur tour, vont produire des effets modaux qui sont au fond le but probablement de ce type d'énoncé que l'on peut appeler des effets déontiques pratiques. Alors, bon, voilà. Ça, c'est au fond voilà, ce que je viens de dire, sauf le dernier point ici. Donc, si vous avez, j'ai bientôt fini. L'idée, c'est qu'en ayant observé la vérité incontestable de ce fait depuis un point de vue futur, si vous voulez, j'ai une modalité épistémique particulière. Donc en tant qu'interlocuteur, mon niveau crédal, si je puis dire, est plus élevé. Hein. Et donc, au fond, je suis invité comme interlocuteur à adopter un comportement qui est conforme, au fond, à la qualité de cette prédiction, c'est-à-dire à la vérité de cette prédiction. Par exemple, patienter. Si quelqu'un me dit j'ai bientôt fini, c'est bien pour me demander de patienter. Ben, vous voyez bien ici, c'est me dire bon, ben, on a une implicature. J'ai bientôt fini, s'il te plaît, patiente. C'est une implicature typique. Ça peut être aussi plus subtil que ça. Hein, ça peut être d'autres choses. Ça. Mais vous voyez au fond, sur quel fondement elle est générée, elle est produite à partir de représentations assez sophistiquées, abstraites, hein, mais simulatives en quelque sorte. Hein. Et c'est là qu'on va avoir en effet, au fond, cette dimension intermédiaire, explicature, si vous voulez, dépendance pragmatique au contexte, mais qui va vous donner, au fond, ce que le locuteur s'engage en termes de ce sur quoi il s'engage en termes de contenu communiqué. Je vais vite, j'ai bientôt fini, j'espère. Vous voyez, hein, c'est le cas de le dire, bien sûr. Hein. Il y a des tests que l'on peut faire à ce sujet qui vous montrent que, au fond, si on nie une implication concrète à propos d'un comportement à adopter, ça marche beaucoup mieux avec un futur antérieur qu'avec un passé composé à usage futur. C'est ce que montre 21, mais vous avez là, ce sont des intuitions assez difficiles à manipuler parce qu'elles ne sont pas d'une très grande clarté. Hein. Mais enfin, quelque chose comme dans une heure, j'ai réparé la réparation de votre voiture est clairement orienté vers agissons en conséquence, donc plaçons-nous dans une heure, et donc il y a quelque chose à faire dans une heure. Voyez, mais donc c'est difficile d'avoir, mais je ne pourrai vous la rendre que demain. Voyez, là, on peut supposer que pragmatiquement, mais soyons prudents, le locuteur sélectionnerait plutôt un futur antérieur. Je passe sur les restrictions sur le passé composé futural parce que pour des raisons de temps, j'avance un tout petit peu. Pardon. Et puis, je vous dis encore quelques mots rapidement sur le futur épistémique et j'en aurai terminé. Si vous me laissez encore 5 minutes, je devrais pouvoir y arriver. J'espère que j'y arrive dans les 5-10 minutes maximum qui viennent. 5 minutes. J'espère. Vous me faites signe s'il faut que je m'achemine vers ma dernière minute de conclusion. À chaque instant, je peux essayer. Non, Oui, tu as du temps. Hein, non, ça va. Oui, Alors, parce que là, on commence à se sentir un peu frustré quand on voit les. ah oui, d'accord. On peut toujours y revenir tout à l'heure hein, sur les restrictions d'emploi, si vous voulez. Je vais alors vous donner ces réflexions sur le futur épistémique, où on va trouver aussi cet effet d'inférence déontique pratique, c'est-à-dire agir, c'est une incitation à agir au fond d'une manière conforme à une prédiction. Hein. Alors, les futurs épistémiques, que j'appelle épistémiques, mais on les appelle souvent futurs de conjecture, futurs putatifs, et on fait aussi parfois des distinctions entre ces différentes catégories. Je vais ici tout assimiler, disons simplement. Les futurs épistémiques, et alors ici tout de suite, je dois dire que je parle du français et aussi de l'anglais.
parce qu'on va voir que ce n'est pas toujours la même chose, exprime une modalité de nécessité épistémique, ça c'est bien connu, donc voilà, mais il y a des moyens de le montrer qui sont intéressants et qui sont donc comparables au fond à ce qui survient avec devoir épistémique. Hein. D'ailleurs, on parle d'évidentialité dans les deux cas, puisque dans les deux cas, on a affaire à l'idée, en tout cas, l'idée c'est que dans les deux cas, on représente disons, une inférence, un raisonnement, et voilà, bon, en tant que tel. L'exemple type que tout le monde connaît, c'est on sonne et quelqu'un dit ce sera le facteur. Alors, un des éléments qu'il faut absolument remarquer avec le futur épistémique, c'est qu'au fond, la lecture épistémique du futur, elle est disponible avec toute la variété des temps futurs. Et donc ça, c'est très différent de ce qu'on observe avec le passé composé. Le passé composé en usage futur, ben, vous n'avez pas l'équivalent avec un passé simple en usage futur ou un imparfait en usage futur. Même chose avec l'imparfait, les effets de narration avec l'imparfait, ces effets bien particuliers, vous ne les obtenez pas avec d'autres formes. Alors qu'avec le futur, au fond, la communication épistémique avec le futur, elle est disponible avec toutes les formes du futur. Et donc, c'est pour ça qu'on peut la trouver, n'est-ce pas, avec le futur antérieur. Il aura raté son train. Avec le futur périphrastique, ça va encore être ce crétin de Max qui a piqué dans la caisse. Et bon, voilà. Donc, vous les avez dans les trois formes principales du futur. Voilà. Bon. Ça, c'est très, très intéressant. Pourquoi? Parce que tout de suite, ça nous donne un indicateur que ça ne joue pas, au fond, sur la nature de ce qui est codé par la forme grammaticale en tant que forme grammaticale. C'est plutôt lié à la notion même de futurité. Sinon, on s'attendrait pas à trouver exactement les mêmes effets, en l'occurrence de modalité épistémique, avec toutes les formes possibles, disons, de l'expression du futur. C'est un indice intéressant. Bon, le problème avec cette histoire, c'est que bien évidemment, quand vous avez l'expression d'une modalité épistémique, eh bien cette modalité épistémique, par définition, j'allais dire, par nature, elle représente une pensée présente. Hein. C'est-à-dire, si vous voulez, une modalité épistémique, c'est un état mental, crédal, en tant que tel, qui existe à S, qui existe au moment présent. Donc, l'état épistémique qui est manifesté, on pourrait dire qu'il porte, si vous voulez, sur un état de choses qui n'est pas futur, mais qui est bel et bien actuel. Hein. Donc, vous voyez bien ici la contradiction qu'il y a, qui est ce qu'il faut expliquer, entre une représentation future et le caractère mutuellement manifeste du fait que nous avons affaire à une situation présente, hein, qu'il s'agit de la situation présente. Alors, par quel chemin on arrive à effectivement un effet épistémique? Voilà, donc ça, effectivement, c'est ça qui est intéressant. Hein. Alors, je vous donne encore un exemple ici que moi j'aime tout particulièrement, non pas parce que c'est moi qui je l'ai entendu un jour, mais effectivement, mais parce qu'il permet de contredire une hypothèse assez courante qui est que le futur putatif, alors peut-être que je devrais par parenthèse mentionner qu'il n'est pas très courant en français, mais il est très productif quand même. Hein. Il existe. Ici, je l'ai entendu, hein, alors, dans un magasin, alors je peux vous dire que c'était même dans le centre de la France, c'était en Lozère, pour vous dire. Hein, vous voyez, donc, on n'est pas dans une variante frontalière, si vous voulez, ou dans un germanisme, ou je ne sais pas quoi. Des Géox, elles seront sur ce présentoir là-bas, donc dit la vendeuse de chaussures dans un magasin de chaussures, en indiquant le présentoir un peu plus loin dans le magasin. Alors ici, je le mentionne parce qu'on a tendance à trouver dans la littérature l'idée que le futur putatif est là pour expliquer une valeur explicative d'une perception, par exemple. C'est-à-dire que c'est vrai que les emplois typiques, c'est du genre, on voit une silhouette au loin dans la rue, on dira, ah, ce sera Marie qui vient m'apporter, je ne sais pas quoi, machin. Ou bien, on a entendu le coup de sonnette, ce sera le facteur, etc.
où on a une situation particulière. Pierre n'est pas descendu du train et il faut expliquer cette situation. Là, il ne s'agit pas d'expliquer quoi que ce soit. Donc, il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte et qui sont peut-être plus centrales. Donc, question, pourquoi est-ce qu'un locuteur va utiliser un futur qui, au fond, enfreint, je dirais, on pourrait dire qu'il enfreint les maximes de Grice, si vous voulez, hein, de Grice, puisqu'il s'agit de parler d'un fait présent au futur. Donc, au lieu d'utiliser tout simplement un adverbe modal, hein, on pourrait dire c'est probablement le facteur, il a probablement raté son train, ou vraisemblablement raté son train. C'est probablement ce crétin de Max qui a piqué dans la caisse. Elles sont probablement sur ce présentoir, tout ça. Tout ça serait a priori, d'un point de vue théorique, les formes privilégiées pour exprimer cette modalité particulière. Eh bien, justement, deux éléments à cet égard. Premièrement, il n'y a pas redondance quand on combine les deux choses ensemble. Et deuxième élément, bien évidemment, on communique autre chose, au fond, lorsqu'on utilise un futur épistémique. Ici, je vous donne quelques vignettes sympathiques issues de Tintin dans lesquelles on a des futurs épistémiques qui sont des futurs périphrastiques. J'attire simplement votre attention sur les vignettes du bas où vous voyez que le futur épistémique se combine très très bien, sans aucun problème, avec des expressions adverbiales, disons épistémiques, sans aucun effet de redondance. Au contraire, on a plutôt l'effet de précision, au fond. Vous l'aurez sans doute oublié chez vous, à propos du portefeuille. Même chose avec les Dupont. Tu l'auras sans doute oublié à la maison, ou alors même avec improbablement, sans aucun problème, dans la vignette des Picaros ici, ouf sauvé, et puis pas ces types dans l'hélicoptère qui parlent entre eux. C'est probablement un caïman que tu auras vu. Voilà. Alors, bon, le futur épistémique, évidemment, va demander, c'est l'explication classique qu'on rencontre au fond, mais que je reformule un peu différemment, c'est-à-dire qu'on parle de futur de vérification, hein, souvent, hein, voilà, c'est bien l'hypothèse que je vais continuer d'utiliser ici. Simplement, qu'est-ce que ça veut dire futur de vérification? C'est l'idée que quand vous avez ce sera le facteur, eh bien, on représente le futur dans lequel on va pouvoir vérifier, on vérifie effectivement que c'est le facteur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, vous voyez bien que ça veut dire que l'énoncé c'est le facteur au présent sera assertable en toute vérité dans ce futur que nous demande de construire le futur, le temps futur, n'est-ce pas? Donc, on est dans cet effet, au fond, méta-représentationnel, si l'on veut, hein, de représentation de pensée, hein, de représentation de représentation. Donc, on ne représente pas directement l'état de fait, mais on représente une pensée future à l'égard de l'état de fait par ailleurs connu comme présent. Donc, on est dans la même catégorie d'événements, de situations, c'est-à-dire la construction d'un point de vue allocentrique, d'un point de vue évidemment qui se situe dans le futur. D'où l'effet de modalité, bien sûr, de nécessité épistémique au présent. C'est ce que j'ai mis en toutes lettres ici, au fond, voilà, mais que j'ai dit peut-être mieux que ce que j'ai écrit, peu importe, vous voyez, mais c'est ça l'idée, n'est-ce pas, hein? Et à retenir, bon, ce que je disais, évidemment, au moment futur qui est imposé par le temps verbal, l'assertion du fait sera possible au présent. Excuse-moi, pourquoi Oui, tu parles de redondance, hein? J'ai pas. non, j'ai dit que ce n'était pas redondant, justement. Oui, justement, mais elle serait où la redondance? Parce que tu es allé tellement vite là que Ah, pardon, oui, oui, pas oui. le temps de Oui, la oui, percevoir. oui, oui, merci. Donc, je disais qu'au fond, si le futur épistémique, oui, je sais que je vais très vite parce que j'ai un peu peur d'avoir trop de matière, donc je suis allé un peu vite, je m'en excuse. Non, je disais que si le futur épistémique était au fond un simple équivalent stylistique, par exemple, pour un adverbe modal comme probablement ou vraisemblablement, il s'ensuivrait que si on utilise les deux, on aurait des effets de redondance. Tu vois, c'est ça. Donc, évidemment. Je n'ai pas compris que c'était en utilisant les deux. Si on Oui. utilisait les deux, et voilà, d'où mes petites vignettes de Tintin, et en particulier la dernière, on voit très bien que c'est très naturel, hein, d'avoir cette composition du futur épistémique avec en plus un adverbe modal qui vient au fond ajuster le degré crédal, si je puis dire, la force épistémique, on pourrait dire, avec laquelle la représentation est entretenue. Donc voilà pourquoi je disais qu'il n'y a pas de redondance. Et s'il n'y a pas de redondance, c'est bien qu'il y a autre chose. Voilà. Merci beaucoup, j'ai compris là.
Merci à toi. Il faut tout à fait m'interrompre, c'est important parce que c'est vrai que j'ai pas mal de trucs à raconter et puis j'ai peur de raconter parfois un peu trop des choses qui sont connues, mais il faut que je les raconte pour pouvoir après aller sur l'explication pragmatique qui est plus intéressante au fond. Enfin, tout est intéressant parce que les exemples sont, j'aime bien manipuler les exemples, bien évidemment. Bref, alors l'idée donc est de dire que le futur épistémique communique quelque chose qui ressemble finalement passablement au passé composé en usage futur qu'on a vu. Sauf que, au fond, la projection que l'on va opérer dans le futur n'est pas, dans ce cas ici, dans ce cas-là, commandée par un adverbe de temps, mais par le temps verbal lui-même. Donc, autrement dit, un futur épistémique nous dit ceci: au moment futur qui est donné par le temps verbal, l'assertion du fait sera possible au présent, en toute véracité. Hein. Et donc, d'où l'idée, évidemment, qu'on est de nouveau dans un cas de projection allocentrique au futur, avec modulation du concept. Évidemment, qu'est-ce que je veux dire par là, modulation du concept? C'est qu'il ne s'agit pas de dire, au fond, que simplement que ce sera le facteur. Il s'agit de dire quelque chose de bien plus précis ou d'un tout petit peu différent, si l'on veut. Hein. Alors, bon, je pourrais encore ajouter, si vous voulez, qu'on a affaire à probablement une modalité épistémique subjective, comme le dit Lyons, c'est-à-dire un état d'opinion subjectif. Hein. Mais ça, c'est encore à discuter probablement. J'aimerais maintenant vous montrer quelque chose qui, je crois, est assez intéressant et assez inattendu, et qui va nous éclairer, au fond, sur la source de ces enrichissements pragmatiques. Si vous voulez, lorsqu'on a l'imparfait, lorsqu'on a le passé composé, le morphème grammatical lui-même avec sa structure particulière, avec ses contraintes qui lui sont attachées dans le code sémantique, va déterminer, au fond, les types d'inférences qui vont être réalisés. Alors qu'au fond, avec le futur, on a quelque chose d'un peu différent. On a la notion de futurité qui va entrer en ligne de compte comme force de modulation pragmatique, si vous voulez. Or, il y a quand même, si vous voulez, des distinctions qui vont intervenir entre les langues. Alors ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, si vous voulez, un truc intéressant, justement, c'est que si vous regardez les différences interlinguistiques, ben, au fond, quelque chose comme le passé composé en usage futur, vous allez trouver ça dans la Romanie, pas partout, mais presque. Mais dès que vous basculez dans le champ des langues germaniques, ça n'existera plus. Hein. Vous avez une très forte, au fond, inscription de cela dans le code linguistique d'une langue particulière. Quand vous regardez le futur épistémique, au contraire, vous êtes dans un champ pratiquement infini, c'est-à-dire il suffit qu'il y ait un mode d'expression du futur qui soit vraiment portant sur le futur dans une langue et il sera disponible. Vous allez le trouver évidemment dans tout le terrain indo-européen, mais vous allez le trouver aussi dans les langues sémitiques, etc. Alors ça, c'est un élément intéressant puisque c'est un élément qui nous laisse penser que c'est bien la notion de futurité. Donc vous avez une notion conceptuelle qui va s'appliquer sur un état de fait et vous avez contextuellement le fait qu'au fond, il s'agit du présent. Voyez. Et de ce mécanisme-là, alors on ressort un mécanisme qui au fond est entièrement pragmatique. Mais il y a une exception, et l'exception est très intéressante, puis c'est l'italien. Et vous allez voir qu'avec l'italien, ce qui s'est passé, vraisemblablement, c'est qu'il y a eu une codification épistémique dans le futur qui va restreindre, au fond, cette potentialité-là, qui n'est plus une potentialité simplement conceptuelle liée à la futurité, mais qui est une inscription, au fond, du sens épistémique dans le sens même du futur. Alors, je vous le montre comme ceci, parce que ça, c'est un travail que j'ai fait aussi avec une collègue qui s'appelle Laura Baranzini, il y a quelques temps. Vous voyez, en italien, vous pouvez construire des concessives avec le futur dit épistémique. Hein. Donc, sarà simpatico, ma non hai amici. Amici. Mais vous ne pouvez pas le faire en français avec une forme future. Voyez. Il sera sympathique,
mais il n'a pas d'amis, ça ne fonctionne pas. Nous, on doit faire quelque chose du genre, il est peut-être sympathique, mais il n'a pas d'amis, si on veut faire une concession de ce genre. Vous voyez? Ou bien, je suis peut-être suisse, mais je suis toujours en retard. Vous voyez? Alors, ce genre de truc-là. Je ne vais pas dire, je serai suisse, mais je suis toujours en retard, ça ne marche pas, alors qu'en italien, aucun problème. Sarò svizzero, ma sono sempre, excusez-moi, une faute de frappe, in ritardo. Donc, même démonstration ici, là, voilà, on comprend le principe. Si je regarde du côté de la possibilité épistémique, vous voyez bien, déjà la concession, ce genre de concession, de concessive, elle se fait avec des marqueurs de possibilité épistémique simples. Or, le futur épistémique, il intervient avec un degré plus élevé, hein, un degré épistémique plus élevé. Donc, c'est pour ça qu'on... Et donc, un degré, au fond, de nécessité épistémique, c'est-à-dire que c'est la meilleure hypothèse à disposition. Si je regarde la possibilité épistémique pure, c'est-à-dire l'inconnu complète, mais voilà, le peut-être, si vous voulez, il n'est pas disponible en français avec le futur épistémique. Donc, si je dis où est Pierre, si quelqu'un me demande où est Pierre, je ne peux pas répondre, j'en sais rien du tout, il sera à la piscine. Oui, ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Ça, c'est des exemples sympas, je trouve. Ça ne marche pas tout simplement parce que si vous dites il sera à la piscine, c'est que vous avez des éléments qui vous font croire cela. Et donc, vous avez un raisonnement. Vous manifestez au fond l'existence d'une inférence et la sélection de la meilleure hypothèse à disposition. En revanche, vous l'avez sans aucun problème en italien, dove Mario non ho idea, sarà in piscina. Aucun problème, voyez. Alors maintenant, regardez à l'inverse, le phénomène peut-être le plus rigolo, c'est que vous ne pouvez pas, au fond, en italien, avoir un usage du futur qui va manifester une nécessité épistémique s'il y a une contradiction. Vous ne pouvez pas, manifester une nécessité épistémique italienne. Je vous donne l'exemple des géox. Oui, elles seront sur le présentoir là-bas, mais pas en italien. Saranno sullo scaffale in fondo ne va pas. Alors, ce n'est pas une phrase impossible, ce n'est même pas un énoncé impossible, hein, mais c'est simplement le fait que vous allez avoir une inconsistance qui est quoi? Qui est évidemment pragmatique ici. Voyez. Pourquoi cet exemple est problématique en italien? Et ça, je trouve très sympa. C'est parce que cet exemple génère une représentation de possibilité épistémique simple, quelque chose du genre, elles sont peut-être sur le présentoir là-bas, quelque chose qui est tout à fait incongru ou incompatible avec les attentes pragmatiques qu'un interlocuteur a légitimement à propos d'un vendeur ou d'une vendeuse de chaussures, qui ne saurait, au fond, si je puis le dire comme ça, diriger le client avec un peut-être, n'est-ce pas, en lui laissant le soin, si vous voulez, de découvrir lui-même si cette hypothèse qui est faible est éventuellement juste. Non, on s'attend bien évidemment dans un contexte comme celui-ci au minimum à une nécessité épistémique, et je gage que le vendeur qui dirait « Ah, ouais, elles sont peut-être sur ce présentoir », risque d'être licencié à brève échéance, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, c'est pragmatique. On est dans le contexte, on est dans une configuration avec des attentes et dans lesquelles, si vous voulez, une modalité épistémique, évidemment, n'est pas possible. Alors, ce genre de choses-là, vous voyez, pragmatiquement, montre au fond quel est le sens qui s'est incorporé dans le futur épistémique de l'italien. Et ce sens, au fond, est le sens de la modalité épistémique. Et les italophones savent bien, ou les spécialistes de l'italien savent bien, que le futur est au fond une des formes les plus courantes pour la simple possibilité épistémique. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que le futur, comme impliquant une part inférentielle qui est liée à la futurité de la représentation, la chose sera vérifiée, n'est-ce pas, va relever au fond de principes généraux, pragmatiques, et va donc autoriser une lecture épistémique qui, à cause de sa nature de futur, va être déclinable à travers tous les temps morphologiques du futur, mais va être évidemment une expression de nécessité épistémique. Mais à l'inverse, quelque part, si vous voulez, quand le futur devient l'instrument privilégié de l'expression épistémique, quelle qu'elle soit, comme en italien, eh bien, il se grammaticalise vers un épistémique détensé, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'au fond, en italien, la valeur future
du futur épistémique est oblitéré. Vous voyez, c'est ça. Et si vous voulez, c'est intéressant aussi parce que ça va converger avec des travaux sur les convergences diachroniques sur l'évolution des langues, en particulier les langues romanes, où effectivement, peut-être qu'on pourrait dire que l'italien est quelque part plus avancé diachroniquement que le français. Oui. Alors là, je me suis un peu éloigné avec ces éléments, ces derniers éléments ici, si vous voulez, mais au fond, pour revenir à quelques points de conclusion maintenant sur lesquels je voudrais insister, au fond, on a affaire à des effets que certains pourraient vouloir toujours appeler implicites parce que pragmatiques, mais qui sont au fond des effets qui appartiennent à ce qui est perçu au moins pragmatiquement comme explicite, c'est-à-dire engageant le locuteur, bien évidemment, néanmoins, bien évidemment, construit contextuellement sur la base de formes d'inconsistance sémantique, qui sont fondées sur un morphème grammatical, soit vu comme procédural, alors ça c'est le cas pour ce qu'on a avec l'imparfait, ce qu'on a avec le passé composé en usage futur, ou sur le lexème verbal lui-même qui subit une forme de modulation, comme quand on a une représentation, je vérifierai que c'est le facteur, à partir d'une forme, ce sera le facteur, ou ce sera le facteur quand je vérifierai que c'est le facteur, etc. Bon. Alors, dernier point sur lequel je conclus, c'est qu'au fond, ces effets où on a une projection, au fond, une projection toujours une projection allocentrique, c'est-à-dire, au fond, on se met à la place on prend une perspective, on adopte le point de vue n'est-ce pas, d'un sujet de conscience qui se trouve disponible dans l'environnement contextuel ou qui est complètement imaginaire, n'est-ce pas? On adopte un point de vue. Au fond, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, si vous voulez, dans la littérature sur laquelle se fondent au fond les approches contemporaines que je connais, en tout cas en pragmatique cognitive, il y a cette idée, évidemment, de la méta-représentation. Et c'est vrai que j'ai utilisé ce terme à plusieurs reprises. C'est vrai qu'au fond, si on interprète le passé composé futur comme nous disant, eh bien, bientôt, je pourrais dire, j'ai fini, n'est-ce pas? On est dans la méta-représentation, dans le métalinguistique d'une certaine manière, n'est-ce pas? Ce bientôt porte sur l'énonciabilité plutôt que sur le fait, si vous voulez. De la même manière, on peut dire donc la même chose du futur épistémique aussi. Bientôt, je pourrais dire c'est le facteur, vous voyez, ce sera le facteur, je pourrais dire c'est le facteur. Mais en même temps, il y a autre chose qui se passe, parce que l'effet produit épistémique, qui fonde au fond l'effet modal, déontique pratique, si l'on veut, c'est-à-dire adopter une certaine conduite, cet effet-là, il ne naît pas directement d'une méta-représentation. Il serait plus logique ou serait plus séduisant, en tout cas théoriquement, mais là on entre dans un domaine sur lequel la spéculation peut intervenir à n'importe quel degré finalement. Il faudra faire des tests et réfléchir peut-être davantage. Mais on entre dans un domaine où on pourrait se dire finalement je simule comme interlocuteur le monde qui m'est donné à voir, n'est-ce pas? Qu'il s'agisse de cet imparfait, par exemple, de pensée représentée, style indirect libre, etc. Je me mets dans la tête d'eux, si vous voulez, n'est-ce pas? Et j'observe avec les yeux d'eux, n'est-ce pas? Je simule au fond une perspective sur la réalité. Et c'est en faisant l'expérience de cette simulation qu'au fond, j'acquiers la force épistémique qui est associée, à ces formes, à ces énoncés. Autrement dit, en simulant la perspective de bientôt, j'observe, comme si j'y étais, le fait que mon interlocuteur a effectivement fini, bientôt j'ai fini, mais ce n'est qu'en faisant cela qu'au fond, j'en conçois expérientiellement, je fais l'expérience de la réalité de cette chose-là et je m'en convainc. Vous voyez ? Alors ça ouvre des pistes que je trouve intéressantes puisque en général, on n'aime pas trop parler de simulation en pragmatique en général, puisque dès qu'on est dans la simulation, on est dans des processus qui semblent un peu plus magiques que les processus de méta-représentation dont on arrive à rendre compte de manière plus ou moins formelle par des enchâssements de propositions, etc. Là, on serait dans quelque chose qui sort de la propositionnalité, qui fait intervenir
des effets qui, au fond, sont presque plus affectifs que propositionnels, d'une certaine manière, et qui vont renforcer, donc qui vont amener ces effets, ces produits épistémiques en quelque sorte. Voyez. Donc ça, c'est toute une piste que je voulais partager avec vous pour terminer cette présentation. J'ai été très vite sur certains éléments sur lesquels on peut revenir, par exemple différents emplois de l'imparfait, etc. Mais il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre attention. Merci de votre attention. Et nous te remercions aussi infiniment. C'était un exposé très très riche et surtout très clair. Moi, j'ai vu passer une question à un certain moment dans Converser. Je ne sais pas si Tatiana, du coup, tu veux la poser ta question ou... Oui, merci. Merci beaucoup pour cet exposé effectivement très intéressant. J'avais une question peut-être concernant l'emploi du passé composé pour renvoyer à des futurs antérieurs. Moi, j'ai constaté en regardant les copies d'élèves que très souvent, ils employaient le passé composé pour exprimer l'accompli sans prendre en compte la sphère temporelle. Donc, on attendrait plutôt dans un récit au passé, plutôt l'emploi du plus que parfait, etc. Et je m'étais demandé si ce n'était pas une forme d'extension du passé composé qui, à la manière du présent, qui est souvent conçu comme un temps non marqué, ne serait plus marqué non plus temporellement, mais serait le temps utilisé pour exprimer tout simplement l'accompli. Et donc, cette possibilité ferait que l'on pourrait employer le passé composé, quelle que soit la sphère temporelle, uniquement pour signifier une action, un procès accompli. Oui, c'est une très bonne remarque. Je viens de faire une manipulation et j'ai perdu mon écran. Excusez-moi un tout petit instant que j'essaye de le retrouver. Comment ça se passe? Pourquoi est-ce que je ne vois plus? Alors, veux-tu bien revenir? Là. Je ne sais pas, voilà, bon, ça a l'air de marcher. Pardon. Oui, c'est une remarque très intéressante. Alors, évidemment, il y a une proximité entre le présent et le passé composé. Et d'ailleurs, le présent a aussi des usages du futur, bien évidemment. Ça, tout le monde les connaît. Il y a des travaux multiples et variés sur les restrictions possibles qui peuvent intervenir sur l'expression du futur avec le présent. Sur notamment le fait qu'il faut que ce soit des événements qui sont planifiés, qui font partie d'un projet. Je ne suis pas tout à fait convaincu que ce soit juste. Mais pour prendre votre question dans son essence, c'est vrai qu'on dit parfois que le présent est le non-temps, en quelque sorte, le temps non marqué. Mais personnellement, si vous voulez, alors c'est bon, c'est les travaux de Ullmann, si je me souviens bien, et d'autres aussi. Disons, j'ai de la peine à l'accepter sans autre forme de procès. Si vous voulez, par exemple, si vous êtes au restaurant et puis vous appelez le serveur, à la fin, là, vous avez mangé, vous voulez votre addition, vous appelez le serveur, et le serveur, il a les bras chargés d'assiettes, il vous dit « j'arrive » et puis il part, il va vers la cuisine. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est en train de manifester simplement une arrivée détemporalisée complète? Ou au contraire, est-ce qu'il est en train de vous dire « j'arrive maintenant », contrairement aux apparences, donc calmez-vous. Vous voyez? Moi, il représente son arrivée bel et bien dans le présent. Donc, je serai prudent sur le caractère générique du présent comme un non-temps. Mais je n'ai pas la science infuse, donc il peut y avoir des doutes à ce sujet. Quant à savoir si le passé composé serait au fond une variante parfaite du présent, vous savez qu'en anglais, l'équivalent le plus proche du passé composé, c'est le present perfect, évidemment. Si vous voulez, on a une dualité qu'on n'arrive pas à empêcher, à retirer du passé composé. Vous avez toujours la marque du passé, au fond, pour une raison, au fond, même diachronique, j'ai presque envie de dire, c'est que vous avez un accident en français qui s'est produit, qui est la disparition du passé simple à l'oral. Il n'y a plus de perfectif à l'oral en français, ce qui fait que dès que vous êtes dans la perfectivité orale, et maintenant comme l'écrit, alors là c'est pour rejoindre ce que vous dites, comme l'écrit finalement ne devient plus qu'une sorte d'oral gribouillé, si je puis dire. Je fais un peu des caricatures, mais c'est vrai que les copies d'élèves, parfois, on est surpris. Mais il y a une subsistance au fond de cette composante du passé, je pense, parce que sinon il n'y a plus de moyen de marquer le passé perfectif.
hein. Donc, voilà. Donc, bon, pour le reste, je ne sais pas trop quoi vous répondre, mais je pense effectivement que ça pourrait être intéressant de voir s'il y a un glissement du passé composé vers une valeur d'accompli qui serait effectivement, qui prendrait le dessus sur toute autre forme. Traditionnellement, on dit qu'il y a deux passés composés, au fond, un passé composé de l'antériorité et un passé composé de l'accompli, c'est-à-dire le passé composé qui sert à se substituer au passé simple, pour lequel on n'a même pas l'instanciation d'un état résultant, prétendument. Personnellement, je pense que ce n'est pas vrai, parce que si vous regardez ce qui fait la qualité par exemple, de L'étranger de Camus, qui est écrit au passé composé, ça commence par « Aujourd'hui, maman est morte », hein, comme vous savez. Si vous contrastez ça avec « Ce jour-là, maman mourut », c'est, je pense, faux de dire qu'il n'y a pas un effet de permanence dans le présent. C'est ça qui fait la force du roman. Donc, il y a peut-être effectivement une orientation du passé composé vers une valeur strictement de l'accompli. Ce serait intéressant, effectivement, de regarder. Alors, je ne sais pas s'il y a des études sur l'évolution du passé composé qui iraient dans ce sens-là. Oui, parce que j'ai remarqué vraiment que souvent, on relève dans les copies d'élèves des problèmes de concordance des temps. Oui. Et notamment dans l'emploi de l'accompli, on a systématiquement du passé composé. Ouais. C'est pour ça que je me demandais si on pouvait étendre la réflexion que l'on avait sur le présent, sur le passé composé. Mais je vous remercie pour les nuances. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'ai une toute petite question. Vas-y, Florence. Qui concernait la productivité, parce que vous avez évoqué tout à l'heure le caractère très productif du futur épistémique, et je me demandais justement si des mesures avaient été faites sur des corpus, de sorte que l'on puisse avoir des résultats quantitatifs qui permettent de représenter toutes ces valeurs liées à la pragmatique. Oui, il y en a. Alors, je ne les ai pas en tête, mais ce que je peux vous dire, c'est que non, il est productif. Alors, j'ai dit très productif, c'est peut-être un abus de langage. Il est productif, mais est assez rare. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une différence entre productif et fréquent, hein, bien évidemment, puisqu'il n'est pas très fréquent, mais il est tout à fait disponible. C'est ça, si vous voulez, que je veux vous dire. Alors, dans les corpus, ce qu'on voit, c'est que la forme futur simple est beaucoup plus rare que la forme épistémique futur antérieur, beaucoup plus courante. D'ailleurs, les vignettes que j'ai données de Tintin, c'est toujours du futur antérieur. Et ça passe tout seul. Hein. Donc ça, on en trouve pas mal. Néanmoins, si on prête l'oreille, on en rencontre plus souvent que l'on pourrait le penser. Il n'y a pas si longtemps, j'étais chez des amis. On était chez des amis et je ne vois plus les enfants. Et je lui dis à cet ami, dis donc, est-ce que tu sais où sont les enfants? Je ne les vois plus. Et il me dit, oh, ils seront dans le jardin. Vous voyez, bon, j'ai pris un peu l'accent suisse, mais ouais, ils seront dans le jardin. Mais voilà, ça s'est venu comme ça, totalement spontané. Et le type n'est pas linguiste, hein, j'insiste. Non, mais vous avez raison, il est rare. Hein, la forme future simple est relativement rare. D'accord. Et donc, des travaux se sont attachés à quantifier sur des corpus pour avoir des proportions ou... Je crois qu'il y a, c'est disponible, donc ça doit se trouver. Ouais. D'accord, merci. J'avais l'impression aussi que ce type de futur était un peu marqué Oui. diachroniquement, voire... Oui, disons, de ce que j'ai encore en tête, de ce que j'avais vu passer, il est en déperdition. C'est-à-dire, effectivement, il est de moins en moins courant. Peut-être aussi certaines régions l'emploieraient. Là, je crois que c'est une erreur qu'on fait parfois par dialectocentrisme, si je puis dire, de penser que ce qui est peu courant, au fond, c'est chez les autres ou c'est ailleurs. Mais là, j'ai exprès... alors bon, évidemment, on ne peut pas exclure qu'il y a évidemment des différences de fréquence dialectale. C'est évidemment possible dans les différentes régions. Hein. Mais disons, vous avez des futurs épistémiques, au fond, qui sont très proches de certains autres futurs. Mais un truc du genre, elles seront sur ce présentoir là-bas, c'est des types de futurs, de contextes dans lesquels vous allez l'obtenir assez facilement. Je suis sûr que si vous allez maintenant les magasins, je ne sais pas ce qu'il en est en France, mais les magasins chez nous ont rouvert aujourd'hui,
Mais si on va au magasin, n'importe où dans la francophonie, on a facilement une vendeuse ou un vendeur qui vous dit ah oui, mais vous allez les trouver là-bas. Mais ça, c'est épistémique. Hein. Ce n'est pas forcément toujours une prédiction, c'est parfois épistémique, où elles seront là-bas, etc., quand vous allez y être. Donc, il y a des espèces de niches de production. Mais alors là, je ne vous présente pas une étude de corpus. Hein. C'est des souvenirs de choses que j'ai vues passer, mais je n'ai pas cette littérature sous la main là maintenant. Mais j'ai envie de dire aussi que c'est dans certaines boutiques, et vous avez raison, mais un petit peu luxueuses. Vous voyez, la Géox, c'est quand même pas... Oui, Et alors, un souvenir aussi de où trouver les toilettes. Très chère madame, ce sera sur votre droite en allant, etc. oui, je pense que vous avez raison. C'est juste. Il y a un petit côté, effectivement, registre qui intervient. Ouais, il me semble. Ouais. Ouais, c'est tout à fait. Ouais. Mais surtout pour le futur simple, hein, en usage. Je crois que dès qu'on est dans l'antérieur, c'est un petit peu moins. Bon, quoique ça reste, il doit y avoir un effet de registre quand même qui persiste. Ouais. Personne n'a d'autres questions? Pardon. Oui. Henri? Oui, on m'entend. Paul-Henri Gault, doctorant. Oui. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Alors, ma question ne porte pas sur les temps verbaux, mais au tout début de votre présentation, peut-être qu'on peut y revenir, mais sinon je décrirai. C'est le premier exemple. Il n'y a rien à la télé ce soir. Oui. Il n'a rien à la télé ce soir. Donc, sur les diapositives, sur la diapositive qui présente cet exemple, vous présentez, je ne sais pas si vous y revenez ou... Attendez, j'essaie. Je suis tellement nul avec ces trucs. Tac. Est-ce que ça s'affiche là? Alors, donc voilà. Donc, il n'y a rien à la télé ce soir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Et donc, il n'y a rien d'intéressant Oui. à la télé ce soir qui serait que vous présentiez donc tout à l'heure comme un développement de 1. Et que cette notion de intéressant, ce développement intéressant, ne serait pas présent dans 1. Où vous voulez en venir? Ah, d'accord. Alors, j'ai hâte d'avoir votre avis. Oui, oui. Si je pars du principe que j'apprends la construction, il n'y a rien à la télé ce soir, et que je l'utilise, cette construction, uniquement pour évoquer le fait qu'il n'y a rien d'intéressant. Est-ce que ce caractère intéressant ne serait pas d'ores et déjà présent dans 1? Est-ce que ce caractère intéressant ne serait pas d'ores et déjà présent dans la sémantique fondamentale ou habituelle de 1? Étant donné que j'ai appris cette construction et que Oui. je l'utilise uniquement dans ce cas-là. Oui, je pense qu'il y a en résonance quelque chose comme de la grammaire constructionnelle quelque part dans votre proposition qui est tout à fait intéressante. L'idée des prototypes de construction, etc. Un inconvénient de ça, c'est qu'il faut absolument ensuite, disons, résoudre la question de l'inflation au fond qu'il devrait y avoir dans la mémoire déclarative à propos des différentes sortes de rien. Parce que, si vous voulez, si on perd, ou alors il faut complètement abandonner l'idée de toute compositionnalité. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a rien à la télé ce soir engloberait une espèce d'élément de pensée, mais qui au fond serait émergente indépendamment des composants qui la forment, simplement parce qu'on est exposé à cette phrase régulièrement. Mais alors, vous aurez un problème dès qu'on a il n'y a rien à la radio, qui pourtant fonctionne de la même manière. Donc, c'est tout le problème, au fond, qui est discuté par la théorie. D'ailleurs, tout ce qui tourne autour de la grammaire constructionnelle a pour but disons, de solutionner ce genre de problème-là. Hein. Et disons, voilà, vous allez avoir, au fond, je pense personnellement, des difficultés pour expliquer le traitement concret de ces informations à partir des éléments qui la composent. Mais après, c'est une question de point de vue théorique fondamental. Est-ce qu'on a une approche avec, au fond, des idées de prototype, au fond, structurelles, ou est-ce qu'on a une approche constructionnelle? Qu'est-ce qui est le mieux validé?
Le problème, voilà, c'est que après, c'est une question, enfin, comment vous dire, il faut être d'accord pour aller dans votre direction de sacrifier la compositionnalité. Alors, c'est un pas qu'il faut vouloir faire et il faut avoir les arguments qu'il faut pour ça. Mais donc, moi, je trouve que c'est difficile. D'autant plus qu'il n'y a rien à la télé ce soir peut signifier qu'il n'y a rien du tout à la télé. L'écran est noir parce que c'est la guerre et que les réseaux téléphoniques ont été fichés en l'air. Et donc, ça fait 3 jours que ça dure. On ne sait pas quand ça sera rétabli. Ma compagne rentre et je lui dis, il n'y a toujours rien à la télé ce soir. Je vous accorde que ce n'est pas la formule peut-être la plus évidente ou la plus spontanée, mais pas impossible. Okay. Si c'est possible, ça veut dire que vous devez stocker plusieurs types d'interprétations possibles pour cette structure-là ou défaire l'interprétation prototypique pour aller vers une autre interprétation. Ce sont des choses qui sont évidemment discutées pour les résoudre d'une manière ou d'une autre en grammaire constructionnelle. Merci, merci beaucoup. On a le temps pour à peine une dernière question parce qu'on a 3 minutes. Je crois que... Oui, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Bonjour. Oui, oui, très rapidement. Alors, je suis doctorante aussi. Bonjour et merci beaucoup. Et je travaille sur la communication écrite entre les enseignants et les familles. Et justement, la notion de sémantique verbale et de pragmatique est vraiment très intéressante. Et je voulais vous poser la question, comment, d'un point de vue pragmatique, vous interprétez le fait d'utiliser le présent pour évoquer un fait passé? Notamment, par exemple, quand il s'agit d'une réprimande. Donc, je réprimande l'élève, admettons, fait tomber sa trousse. Point. C'est un fait passé quand le parent le lit, mais la routine veut que les réprimandes sont toujours à 98%, je dirais 99% au présent indicatif. C'est ça. Et alors, comme vous parlez de routine, il me semble que c'est mon intuition plutôt qu'autre chose, que ce type de présent a pour but de marquer une généricité de la réaction, c'est-à-dire une légitimité générique de ce qui s'est produit au fond du point de vue de celui qui assure la sanction, en l'occurrence, etc. J'ai l'impression. D'autant que, disons, j'imagine qu'il y a des cas de figure dans lesquels on rencontre et des présents et des passés composés. Il faudrait regarder ça. Oui, mais beaucoup plus rarement en fait. Donc moi, je voulais vous poser la question si justement le fait que ce soit au présent implique davantage une réaction des parents plutôt que le passé composé. Je crains de ne pas avoir la réponse. Ça demande réflexion. Moi, j'aime beaucoup ce genre de questions. C'est des questions tout à fait intéressantes et qui sont directement en prise avec les représentations qui sont produites. Ce qui est certain, c'est que ce genre de présent est aussi un usage interprétatif qui implique une forme de simulation. C'est-à-dire, bien évidemment, c'est transportons-nous dans un faux présent, bien évidemment. Alors là, si on est d'accord que le présent n'est pas simplement un non-temps, mais qu'il a quand même une valeur de présentification d'une manière ou d'une autre. On peut même imaginer que le présent est un non-temps en quelque sorte, mais qu'il conserve à cause de cette valeur-là justement un effet de présentification. Ce n'est pas forcément contradictoire d'ailleurs pour aller dans le sens de la question précédente qui m'avait été posée sur le présent. Donc effectivement, alors si vous pensez, effectivement, si il est question de se demander quel est l'effet sur les parents en termes au fond de présentification, d'implication, ben, je pense effectivement, certainement que le présent va avoir un effet d'immersion dans l'histoire, qui n'aura pas peut-être n'auront pas d'autres temps verbaux, d'autres choix verbaux. Oui, Isabelle, c'est sur un corpus écrit? Oui. Uniquement un corpus écrit, oui. Donc c'est sur les carnets de correspondance? Les carnets de correspondance, mais maintenant, ils sont répertoriés sur les ENT aussi. Donc on a plusieurs supports maintenant. C'est l'avantage, c'est plus pratique à récupérer maintenant. Parce que je me demandais s'il n'y avait pas un lien aussi au niveau épistolaire. En français, on va plutôt employer le présent. Par exemple, tiens, quelqu'un m'appelle, je t'envoie un baiser rapide, point. Et la personne va recevoir la lettre
L'action est déjà passée, mais c'est un présent. Alors que je sais qu'en latin, par exemple, on emploiera plutôt le parfait. En fonction de la langue, en français, on emploiera plus volontiers le présent dans le genre épistolaire. On ne vous entend pas très bien. On n'entend plus. Donc, je disais que le présent en français était peut-être lié au genre épistolaire, alors que je sais très bien qu'en latin, pour dire voilà, je t'envoie, je t'écris cette lettre, on emploiera un parfait dans la correspondance de Cicéron, par exemple. Donc, je me demandais s'il n'y avait pas un lien entre la langue et le genre épistolaire. Qui fait Je pense que oui, puisque ça fait partie des routines, effectivement, qu'on retrouve beaucoup, je suis d'accord. Mais justement, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir cet effet pragmatique et l'attente implicite, en fait. Qu'est-ce que j'attends? Si je l'écris au présent, est-ce que j'attends une réaction d'autorité davantage, en fait, au présent plutôt qu'au passé? Parce que je délègue mon autorité d'enseignant quand je fais ça. Alors que machin a fait ceci ou cela, c'était sous mon autorité pendant un temps limité. Alors que si je le mets au présent, je gomme un peu ce cadre temporel qui faisait que mon autorité d'enseignant était cadrée par le temps. Je m'exprime mal. Juste un petit mot. Il y a, au fond, si on regarde la grammaire temporelle des récits de Guillaume, pour rebondir sur la question du présent épistolaire, au fond, il y a 3 présents possibles. Hein. Dès qu'il y a de l'écrit, si vous voulez, dès qu'il y a de la communication différée, au fond, il y a 3 présents possibles. Il y a le présent de l'écriture, je t'écris pour te dire machin. Il y a le présent du destinataire, de la lecture, donc. Je t'explique dans quelques instants ce dont il s'agit. Et puis, il y a le présent de narration des événements qui sont représentés. Et là, dans votre cas, c'est le présent de ce qui s'est passé. Voilà. Il faudrait voir comment c'est emballé, je pense aussi, hein, dans le reste, si vous voulez, parce qu'il y a l'histoire, mais il y a le commentaire aussi de l'histoire. Il faut voir comment le commentaire est présenté pour voir s'il y a... là aussi, il va y avoir du présent probablement, mais il y aura du futur, il y aura... Voilà. Donc, il y aura une interaction de ces différents niveaux probablement, mais ce n'est pas ma spécialité là. On va peut-être s'arrêter là.